Et là où j'ai été très surprise, c'est le confessionnal. On me faisait des lumières, en fait, pour donner l'impression que j'étais une sorte de sorcière. Mais ils ont voulu donner l'image d'une méchante, tu vois. Après Secret Story, j'ai reçu beaucoup de messages. Et c'était « Mamie, va crever dans ton EHPAD », etc. Et j'ai même eu, il y a par exemple, ça doit faire à peu près 2 ans, j'ai eu un message sur Instagram « Alors mamie, t'es pas encore crevée dans ton EHPAD ». Et donc, je me suis en fait, je le reconnais, laissé complètement couler, jusqu'à ce que je décide de mettre fin à mes jours. Vous voyez, là, vous m'avez vu dans toute ma splendeur, eh bien, dans quelques heures, je mourrai à cause de vous. Et personne, en fait, ne sait que derrière ça, il y a eu une sorte de drame. Bonjour Tania Druginska. Bonjour Sam. Très heureux de t'accueillir en interview en toute intimité, 7 ans après notre première interview. Tania, on t'avait tous découvert à l'époque, c'était sur TFX, dans Secret Story. Ton secret était le suivant: je pose pour les plus grands magazines de mode à travers le monde, un secret qui te liait malgré toi à un certain jeune homme qui s'appelait comment? Qui s'appelait Alain. Ah oui, c'est vrai, Alain. Et oui. Alain les gros muscles. Voilà, et on se souvient bien évidemment de Clash, comme on dit dans le métier, oui. avec Laura Lampica ou encore Barbara Hobsommer. Oui. Tania, je te propose de revoir un extrait vidéo de notre toute première interview. Tu venais de sortir quelques heures auparavant de la Maison des Secrets. Et la question que tout le monde se posait à ce moment-là, c'était: quel âge a Tania ? Est-ce que tu as peur, est-ce que tu as l'angoisse de prendre de l'âge, de vieillir, que le corps ne suive plus? Moi, je peux te dire, je vais être très honnête, à mon âge, moi, ça me fait peur. Ah mais moi, j'ai l'angoisse de la vieillesse depuis l'âge de 7 ans. Donc j'ai toujours fait en sorte de ne jamais devenir vieille. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout sans jamais avoir été vieille, parce que pour moi, la vieillesse, c'est une partie de ses capacités mentales ou physiques, ou les deux. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que je ne supporterai pas. Tu sais que ça aurait pu être ton secret, parce que ça a un nom scientifique, ça s'appelle être gérascophobe, si je ne me trompe pas. Eh ben, tu vois, je l'ignorais. Tu viens de dire quelque chose, ça aurait pu effectivement être mon secret. La couleur de cheveux a changé, mais on va en parler. Mais j'allais te demander si aujourd'hui, 7 ans après que tu recules, tu répondais aisément à cette question. Quel est ton âge, Tania ? Eh bien, j'ai toujours pas envie de te donner mon âge, non pas que je n'ai pas conscience de l'âge que j'ai parfaitement conscience de l'âge que j'ai, et même d'être dans la dernière ligne droite, puisque moi, en fait, je compare un petit peu la vie à une course de steeplechase. À une certaine époque, je jouais aux courses, et donc je m'intéressais beaucoup à toute forme de course, et aussi au steeplechase. En fait, le steeplechase, tu as des obstacles, et donc les chevaux doivent franchir les obstacles. Certains n'arrivent pas à les franchir tous, et puis ceux qui ont réussi à franchir tous les obstacles, il y a un moment, ils sont dans la dernière ligne droite pour aller décrocher le trophée. Et donc, en fait, le trophée, maintenant, pour moi, c'est la mort. Donc, je ne sais pas exactement quel va être le nombre d'années de la dernière ligne droite, mais j'ai tout à fait conscience d'être dans la dernière ligne droite et je n'ai pas peur de la mort. Ceci étant, je ne veux pas être catégorisée par rapport à mon âge. Et je trouve qu'on a trop tendance aujourd'hui à faire ça. Depuis quelques années, les journalistes, lorsqu'ils parlent d'une personnalité, ils indiquent l'âge. Et alors maintenant, on a encore amélioré, c'est-à-dire qu'on indique l'âge et ensuite on indique la décennie. Alors tu as droit au quinquagénaire, à la sexagénaire, au septuagénaire. Et il y a eu par exemple Charles III, qu'on n'a pas cessé de qualifier de septuagénaire. C'est quand même le roi d'Angleterre, quoi. On pourrait être un petit peu plus respectueux. Donc je trouve que c'est quelque chose d'insultant presque. C'est-à-dire arriver à un certain stade, on n'est plus autre chose qu'un âge et qu'une décennie, alors que justement, si on arrive à ce stade-là, c'est parce que, en principe, on a pu avoir une vie très riche, on a pu faire une multitude d'expériences qui peuvent être intéressantes pour les plus jeunes, au lieu d'être comme ça étiqueté comme quelqu'un d'à moitié gaga parce qu'on aurait tel âge et qu'on servirait plus à rien. Donc non, effectivement, je vais laisser le mystère planer, même si on voit
tout et n'importe quoi sur Internet à mon sujet. Mais c'est très juste ce que tu dis, preuve en est, hein, quand toi, tu t'es retrouvé dans le magazine Elle en 2017, Oui, au moment de Secret Story, on pouvait lire, et je me le suis noté, ces égéries beauté de plus de 50 ans. Et oui. en 2017, ils écrivaient Tania Druginska, 67 ans, égérie Chouet-Mora, Alain Flelou, Fnac, Dim. Oui, Ça te gênait d'être déjà catégorisé avec un âge qui t'était attribué? bah, j'aurais préféré que l'âge ne me soit pas attribué, mais là au moins il précisait j'ai riche, Uemura, etc. Mais parfois on te réduit uniquement à un âge. Et c'est ça que je trouve absolument tragique. Mais pourquoi c'est insultant d'être réduit à un âge? Bah, parce que je pense que de la manière dont c'est fait, quelque part, ça veut dire, bon, la maison de retraite, quoi. D'ailleurs, bon, après Secret Story, j'ai reçu beaucoup de messages. Alors, il y avait des messages charmants, très bienveillants, et puis il y avait les haters. Et c'était «Mamie, va crever dans ton EHPAD», etc. Et j'ai même eu, il y a par exemple, ça doit faire à peu près 2 ans, j'ai eu un message sur Instagram: «Alors mamie, t'es pas encore crevée dans ton EHPAD». Donc il y a un petit peu cette idée qu'arrivé à un certain âge, c'est la maison de retraite, on ne sert plus à rien. Et c'est ça que je trouve extrêmement désagréable parce que les seniors maintenant ont quand même beaucoup changé et on continue à faire des choses et même à s'ouvrir. Donc c'est pour ça que nous mettre dans la case d'un âge, je trouve que c'est presque insultant et c'est Mais désagréable. c'est surtout que ce fut utilisé comme une insulte Mais c'est ça. concernant de nombreux seniors sur les réseaux Mais sociaux, oui, 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 même te concernant dans Secret Story et mais bien après sûr. Secret Story. Beaucoup de candidats, je m'en souviens, hein, s'amusaient en rigolant, en se moquant, Bien à sûr. dire bon, elle va comment mamie? Oui, Eh ben, elle oui, est où mamie? c'est ça. Comme si l'âge était devenu le moyen de faire mal, de C'est ça. blesser quelqu'un, Oui, alors que insulter une personne sur son âge, moi je dis toujours que c'est s'insulter soi-même parce que cet âge, tu l'auras un jour. En tout cas, il faut oui. leur souhaiter à ces gens-là. Voilà, faut leur souhaiter, exactement. Exactement, mais je pense que ce sont des gens qui sont pas très intelligents qui procèdent comme ça, en fait. Euh, c'est ce qui me semble. C'est de la bêtise. Oui, enfin, de la stupidité, je dirais, parce que je n'aime pas qu'on attribue aux animaux des choses, des caractéristiques humaines qui sont Ah, péjoratives. parce que bête, bêtise. Voilà, tu vois. Donc maintenant, moi, je fais très attention à dire idiot ou stupide plutôt que de dire bêtise. Ah C'est bah tu vois, là tu m'apprends quelque chose. Ah oui, c'est comme par exemple quand on parle des moutons, parce que maintenant on est dans une société où finalement les gens sont extrêmement dociles. Alors sur les réseaux sociaux, on voit les moutons, on voit des photos de moutons, et moi je dis non, ce ne sont pas des moutons, parce que les moutons vivent, ils ont l'instinct grégaire, c'est dans leur ADN. Mais c'est pas parce qu'ils sont stupides, alors que les humains ont le choix. Donc pour moi ce sont des suiveurs et non pas des moutons. Bah tu fais bien. Tu fais bien, c'est très intéressant. En tout cas, l'étymologie des mots, c'est toujours Oui, très intéressant. Donc, je comprends ton discours par rapport à l'âge. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui, donc 7 ans après Secret Story, tu sembles complètement assumer, et ça te sied à merveille, tes cheveux naturels, alors qu'à l'époque, tu ne voulais pas en entendre parler de cette chevelure naturelle. Le cheveu, comme on dit, poivre et sel, le cheveu blanc, le cheveu gris, c'était impossible pour toi. Tu étais une adepte des colorations. ah ben, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est-à-dire que lorsque je suis revenue au mannequinat en 2005, j'avais, alors je dirais malheureusement les cheveux gris, parce que je ne supportais plus les colorations. Ah, Donc j'avais été obligée d'arrêter, et c'est juste à ce moment-là que je suis revenue au mannequinat. Et il se trouve que ça a très bien marché. Et que je suis même en fait largement à la base de la tendance des cheveux gris et blancs, puisque maintenant ils aiment aussi beaucoup les cheveux blancs, dans le mannequinat, aussi bien en France qu'en Angleterre, puisque je travaillais aussi en Angleterre. oui, tu as fait des campagnes publicitaires incroyables. Alors, j'ai fait justement une campagne publicitaire pour Schwarzkopf. Enfin, Oui. j'avais fait Chouet-Moura avant, mais c'était pas un produit qui teignait. Mais pour Schwarzkopf, c'était en fait une teinture grise. Puisque, bon, il y a aussi maintenant des femmes jeunes hein, qui veulent avoir des cheveux gris. Donc Schwarzkopf avait décliné plusieurs teintures grises comme ceci, et donc j'ai été égérie. Mais ça, c'était justement à la fin de ma période cheveux gris. Et justement, comme j'ai supporté leur teinture, je me suis dit, ben, je supporte à nouveau.
Donc moi, ça faisait quand même 10 ans que j'avais les cheveux gris. Je partais du principe qu'une mode dure 10 ans. Donc je me suis dit, c'est pas possible que ça dure plus, donc il va falloir trouver autre chose. Donc je suis revenue avec ma chevelure châtain-roux que tu as connue dans Secret Story, qui était en fait ma couleur de base, si tu veux. Et effectivement, bon, je pensais ne plus revenir au gris. Alors malheureusement, je me suis rendu compte que pour le mannequinat, ça a été une erreur de me teindre les cheveux parce que de même qu'on peut être réduite à un âge, on peut aussi être réduite à une teinte de cheveux. Oui. Donc, comme mon image était établie avec les cheveux gris, lorsque j'arrivais sur un casting, la première question qu'on me posait, je ne passais même pas le casting, c'était « Est-ce que tu accepterais qu'on te teigne les cheveux en blanc ?» Donc, je me suis rendu compte petit à petit que malgré mon professionnalisme, malgré tout ce que j'ai pu faire comme belles photos, comme belle publicité, j'étais réduite finalement à une crinière grise. Donc je suis revenue, j'ai pris la voie de la sagesse, ça m'arrive parfois, pas souvent, mais ça m'arrive, surtout professionnellement. Donc il y a 3 ans, j'ai décidé de revenir au gris, et comme ça ma carrière recommence. On parlait de l'âge, on parlait de la notion de la mort ou d'avoir peur de la mort, et tu m'as confié, là, il y a quelques minutes avant qu'on commence l'interview, je ne savais pas du tout, Tania, tu m'as confié, tu m'as dit, entre les 2 vies que j'ai eues, j'ai failli y passer. Je t'ai dit, mais comment ça, entre les 2 vies que tu as eues, tu as failli y passer ? Eh ben c'est très simple, c'est-à-dire que dans ma première vie, en fait, j'étais commerciale dans l'ameublement et la décoration, et je réussissais très bien, et évidemment, quand on réussit, on suscite beaucoup de jalousie. Et à la mort de mon père, qui était une personnalité de la profession et qui était un homme très protecteur, j'ai fait l'objet d'une campagne de diffamation absolument ignoble. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle rumeur puisse courir sur moi, d'autant qu'il n'y avait pas le moindre fondement. Quelle rumeur ? Ah, alors ça, c'est quelque chose que je garde en moi, que je n'ai jamais pu dire, parce que même encore maintenant, ah oui, 30 ans après, je ne digère toujours pas. Je ne comprends pas qu'on ait pu faire preuve d'autant de monstruosité à mon égard. D'accord, donc ça te blesse toujours ? Ah, toujours, oui, mais toujours, parce que ça a quand même... bon, même si j'ai eu une deuxième vie avec cette carrière de mannequin, quelque part, ça a quand même un peu brisé ma vie, si tu veux. C'est-à-dire que la vraie Tania Droginska, c'était l'autre. Et dans ma deuxième vie, j'ai observé, la vraie Tania Droginska a observé celle que tu connais, celle que tu as en face de toi. Et donc, comme je n'assumais pas, en fait, cette rumeur, donc j'ai quitté mon milieu professionnel. Oui. Et j'ai eu un passage à vide de 5 ou 6 ans. Ah, quand même. Ah oui, parce que... C'est long. Ah oui, c'est long, mais parce que vraiment, les gens avaient réussi à me dévaloriser à mes propres yeux. C'est-à-dire que je me disais, je dois bien avoir quelque chose pour qu'on dise une chose comme ça de moi. Et donc, je me suis en fait, je le reconnais, laissé complètement couler, jusqu'à ce que je décide de mettre fin à mes jours. Ah oui, réellement. Et c'était en fait, je peux te dire quand c'était au moment de la Toussaint en 99. Et je croyais avoir tout organisé pour y passer vraiment. Qu'est-ce que tu avais prévu ? En fait, j'ai avalé des choses, mais j'étais restée 24 heures à jeun pour être sûre que ça ferait effet. Et écoute, miraculeusement, je ne sais pas, je dois avoir parfois un ange gardien, j'en ai rééchappé, on m'a juste mise sous perfusion et je n'ai eu aucune séquelle. Mais comment, Tania, on organise sa propre mort ? Parce que... alors, il faut dire que j'avais perdu, 1 an auparavant, j'avais perdu mon chat noir, que j'adorais, parce que les chats ont une très grande importance dans ma vie. Hein. Et donc, je me retrouvais un petit peu seule au monde, si tu veux, ne sachant plus très bien quoi faire de ma vie. Voilà, et je me suis dit, il faut faire une belle sortie. Mais comment on planifie un acte comme celui-là ? Dans quel état d'esprit on est en planifiant un acte comme celui-là ? Justement, c'était très planifié parce que, j'ai été avant une femme d'affaires, donc très organisée, et donc je ne l'ai pas fait dans un moment de détresse. C'est-à-dire, j'avais décidé de le faire tel jour, à telle date, de telle manière, et la veille, je suis allée parader au salon du meuble, très bien coiffée, très bien maquillée, très bien habillée. En fait, pour moi, si tu veux, c'était pour faire une belle sortie.
pour montrer à ces gens, vous voyez, là, vous m'avez vu dans toute ma splendeur, eh bien, dans quelques heures, je mourrai à cause de vous. C'était ça, c'était un peu pour leur faire porter la responsabilité. Tellement le poids devait être lourd. Ah oui, pour moi, c'était quelque chose de tragique, et je te dis, je ne l'ai toujours pas digéré, parce qu'on m'a proposé dans cette seconde vie 2 fois d'écrire ma vie, et à chaque fois, j'ai refusé, parce que je ne veux pas avoir à dire ça. Or, la charnière entre mes 2 vies, c'est ça, autrement, c'est pas intéressant, si tu veux. T'avais prévu une lettre? T'avais prévu un écrit? Ah oui, j'avais tout, bien sûr, j'avais prévu une lettre. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je vivais dans une résidence hôtelière. Et je me suis mise à un moment à avoir des hallucinations. Je voyais des anges, je voyais mes vêtements qui flottaient. Et j'ai donné un grand coup, comme ça, avec mon bras droit. Et j'ai donné un grand coup sur le téléphone. Alors, il y avait un veilleur de nuit qui, voyant que le téléphone était décroché, a fini par monter, puisqu'il avait les clés de toutes les chambres, et il s'est rendu compte, puisqu'il y avait encore les flacons et tout ça, il s'est rendu compte de ce que j'avais fait, il a appelé les pompiers. Donc on m'a emmené à l'hôpital, qui était d'ailleurs pas très loin, on m'a mise sous perfusion, et le lendemain, je suis ressortie. Et alors je vais dire quelque chose aussi que je n'ai jamais dit, c'est qu'en fait, il y a un film qui d'une certaine façon m'a peut-être sauvé la vie, qui est Titanic. Ce film, je ne l'avais jamais vu au moment où il est sorti. Et donc, quand je suis rentrée dans ma résidence hôtelière, il était environ midi. Je ne suis pas une névrosée, hein, donc il n'était pas question pour moi d'essayer de me foutre en l'air tous les 15 jours. Hein, ce n'était pas ça du tout. Donc, je me suis dit, je suis encore en vie, il va falloir que je trouve un but à ma vie. Il va falloir que je trouve le moyen de survivre. Et puis, j'ai allumé la télévision. Et je suis tombée sur Titanic. C'était Canal+, je suis tombée sur Titanic. J'ai regardé Titanic, et à la fin, quand il lui dit « Rose, Rose, promets-moi, tu arriveras, ce sera difficile, mais promets-moi, voilà ». Cette scène-là, en fait, bon, c'était un lundi, hein, et à l'époque, Canal+ passait les films tous les jours pendant une semaine. Tous les jours pendant une semaine, j'ai regardé Titanic pour la scène qui est à la fin. Et je dirais que cette scène, pour moi, c'est comme si Jack m'avait parlé à moi et m'avait dit « Tania, promets-moi, tu vas le faire, tu vas y arriver, ce sera difficile ». Et je pense que vraiment ce film a eu une importance énorme dans ma vie. Et puis, bon, petit à petit, je me suis ressaisie et j'ai pensé au mannequinat senior en regardant la télévision. On parlait du marché des seniors. Et je me suis dit, ces seniors, il va leur falloir un mannequin. Et comme j'avais été mannequin dans les années 70, j'ai contacté une agence, j'ai été bookée et ça a commencé. Et puis à partir de ce moment-là, voilà, j'ai réussi à renaître de mes cendres, si tu veux. Et ce que je te dis aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une confidence que je te fais, parce que malheureusement, mes agences de mannequins n'ont jamais compris ma démarche. C'est-à-dire, on m'a prise pour une femme qui ferait n'importe quoi pour être célèbre. Ça m'a été dit d'ailleurs après Secret Story. Et personne, en fait, ne sait que derrière ça, il y a eu une sorte de drame. Et que j'essayais de reconstruire quelque chose. Que donc ma démarche, quand je pouvais dire dans les interviews télévisées, et ça a été très mal vu par mes agences, quand je pouvais dire « moi, j'ai pas de limite dans mes ambitions, que je veux que ça aille plus loin, plus haut », en fait, il n'y avait rien d'artificiel. C'est parce que j'avais quitté quelque chose qui aurait dû être ma vie jusqu'au bout, et une vie dans laquelle je réussissais très bien. Donc, je voulais, en fait, que dans cette seconde vie, avoir une autre réussite au moins aussi forte, si tu veux. Ça t'a déjà été reproché, Tania, d'être une femme senior, avec beaucoup d'ambition, encore? Mais bien entendu, parce qu'en France, c'est ça. Malheureusement, et la France a évolué vraiment vers le bas, et en France, on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition. Autant aux États-Unis, on a le droit d'avoir de l'ambition, on a le droit de gagner de l'argent, c'est pas mal vu du tout. Au contraire, plus on en gagne, mieux c'est. En France, faut pas parler d'argent. En France, faut pas avoir de l'ambition. C'est-à-dire, même si tu en as, il faut le cacher. Donc, moi, je suis arrivée dans le mannequinat avec la même mentalité que j'avais lorsque j'étais commerciale dans l'ameublement et la décoration.
décoration, c'est-à-dire dans l'ameublement et la décoration, il faut faire du chiffre. Et puis tu es payé par rapport aux chiffres que tu fais. Donc moi je suis arrivée avec la même mentalité en disant je veux aller plus loin, je veux aller plus haut. Et en fait, c'était une erreur parce que les bookers et les bookeuses, ce sont des personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, ils ne peuvent pas comprendre qu'une femme senior, dont ils ne connaissent pas le passé, dont ils ne connaissent pas l'épreuve qu'elle vient de traverser, ils ne peuvent pas comprendre que cette femme senior peut avoir de l'ambition, peut avoir envie de gagner de l'argent. Donc ça, c'est évidemment le problème. Ça m'a été reproché, oui. Oui, et puis peut-être aussi parce que dans l'industrie du mannequinat senior, comme on l'appelle, ils recherchent beaucoup des mamies. Oui, alors ils recherchent beaucoup des mamies parce que en fait, effectivement, c'est devenu une industrie. Il y a une agence, d'ailleurs, dont j'ai claqué la porte il y a 3 ans. Cette agence s'est servie de moi pour se monter aussi en 2005. Et puis, bon, après, j'avais tout un tas de conflits avec la chef bookeuse. Donc moi, j'ai claqué la porte il y a 3 ans parce qu'en fait, cette agence qui devait rester une petite unité, a priori, au sein d'une grosse agence, hein, puisqu'ils ont tous les départements, c'est devenu une usine à mannequins seniors. Donc moi, j'aimais pas beaucoup le concept. Dans cette usine à mannequins seniors, ils aiment bien les mamies, c'est-à-dire les femmes qui viennent en disant qu'elles réalisent un rêve de jeune fille et qu'elles font des photos pour que leurs petits-enfants soient fiers d'elles. Or, moi, ça, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai pas réalisé un rêve de jeune fille. J'étais déjà mannequin quand j'étais jeune fille et ça n'avait pas une très grande importance pour moi à l'époque. Ça a eu beaucoup plus d'importance dans ma deuxième vie puisqu'il y avait une revanche à prendre. Mais voilà, moi, c'était une toute autre démarche. Alors, effectivement, j'ai pas le profil pour être sympathique dans les agences de mannequins. Mais d'ailleurs, d'une manière générale, je crois que je suis pas considérée comme une femme sympathique parce que peut-être trop vrai, trop naturel, tu vois. Ça t'a déjà été reproché au cours de ta carrière en tant que femme de ne pas avoir eu d'enfant? Alors, dans ma carrière, non. Mais je dirais que c'est une volonté que j'ai eue dès l'âge de 14 ans. Et pour une femme de ma génération, quand je commençais à dire «moi, je ne veux pas d'enfant plus tard», les gens disaient «oh, ce que c'est choquant, une jeune fille qui ne veut pas d'enfant». Alors moi, j'ai eu la grande chance, j'ai été élevée par mon père, hein, parce que ma mère est partie quand j'avais 9 ans. J'ai eu la grande chance d'avoir un père qui avait des idées très très larges. Je n'ai jamais su s'il aurait souhaité avoir des petits-enfants, parce qu'il n'en a jamais émis le désir. Il m'a toujours acceptée et encouragée dans ma liberté. C'est-à-dire qu'il m'a toujours dit tu n'es pas obligé de te marier si tu ne le souhaites pas, parce que le mariage, après tout, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, il n'a jamais réclamé d'avoir des petits-enfants. Donc j'ai eu cette grande chance, cette grande liberté. Alors peut-être que j'ai été plus ou moins mal considérée, en ce sens que, là encore, si tu veux, quand tu as des enfants, alors on peut considérer que si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est aussi pour tes enfants, alors que quand tu es une femme célibataire et que tu gagnes beaucoup d'argent, alors ça choque un petit peu aussi que ce ne soit que pour toi, même si tu es très généreuse à côté, mais comme tu le dis pas, bon, ben on ne sait pas que tu peux éventuellement aider des gens qui n'ont pas. Tu vois, bon, bien sûr qu'il faut être dans les cadres et les codes, et je pense que effectivement dans les agences de mannequins, que le fait que j'ai pas de petits-enfants, ça c'est shocking, hein, évidemment. T'as jamais voulu avoir d'enfant? Je n'ai jamais voulu avoir d'enfants. Ce désir-là, tu l'as jamais eu? Je ne l'ai jamais eu, je ne regrette pas de ne pas en avoir eu, et je ne me suis jamais, je n'ai jamais pu me projeter là-dedans. Tu sais, je pense qu'en fait, le cerveau, c'est un petit peu comme le disque dur d'un ordinateur. Peut-être que je n'ai pas ce logiciel-là, j'imagine. Parce que j'ai passé beaucoup de castings de grand-mère, j'en ai jamais réussi aucun. Parce qu'à chaque fois, on me dit oui, alors tu es avec tes petits-enfants, c'est Noël, tu es heureuse, ceci, cela. Et moi, j'essaie, je leur dis oui, 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 oui. Et moi, on dit silence, on tourne, bon, d'accord. Et j'imagine un panier avec des chatons, puisque j'adore les chats, pour essayer d'avoir l'air attendri, tu vois. Mais bon, ça marche pas, quoi. Mais ton enfant, est-ce que c'est pas ta petite chatte? Ah mais bien sûr que Bonnie, c'est ma fille, bien sûr, c'est ma fille adorée, et j'ai changé toute ma vie pour elle. Que tu as eu après Secret Story, Oui, justement. que j'ai eu 1 an après, elle va avoir 6 ans. Et si je l'avais eu à l'époque, je n'aurais pas fait Secret Story parce que, en fait, en 6 ans, je n'ai pas quitté Bonnie une seule nuit. Comment t'intègres Secret Story? Comment ça se fait? Comment t'es castée, Tania?
Eh bien, j'ai été abordée en fait sur Facebook, par le casteur, et à ce moment-là, comme j'avais lancé mon projet musical, j'ai vu dans Secret Story la possibilité que ce soit un tremplin pour accéder, à des émissions de télévision qui m'auraient donné la visibilité nécessaire pour que ce projet marche. Alors au début, j'étais quand même, très frileuse parce que, d'une part, je connaissais pas la télé-réalité, enfin tout au moins pas celle-là. Dans ma vie, j'avais regardé une seule télé-réalité, c'était La Ferme Célébrité. Oui, Alors ça remontait à loin, avec à l'époque Régine, la baronne von Brandstätter, oui, celle qui est devenue Nathalie Pernaut, je crois qu'elle était déjà Mia Nathalie Pernaut Fry. à l'époque. Voilà, alors c'était vraiment des gens avec des très fortes personnalités, et puis c'était dans une ferme. Donc, je regardais ça. Alors, à l'époque, moi, j'étais dans le meuble, hein, mais je me disais, oh tiens, c'est sympa une télé-réalité comme ça. Si un jour on me proposait pour une raison X ou Y, j'aimerais bien le faire. Donc voilà, mais c'est tout ce que je connaissais. Et quand on m'a proposé Secret Story, j'avais rien vu. Donc tu ne connaissais pas le concept. Je connaissais pas le concept et je dois dire que même lorsque je suis rentrée dedans, je connaissais pas vraiment le concept parce que je n'ai vraiment vu que le tremplin pour mon projet musical, parce que mon projet musical, là Hmm, aussi, c'était important. bien sûr. Et quand tu as une idée en tête, tu l'as pas ailleurs. Mais alors, Exactement. pourquoi est-ce que tu m'as confié, Tania, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument en parlant de Secret Story? Ça sous-entend que tu considères que cette participation à Secret Story pour toi a été une erreur. Bah oui, je pense que c'était un petit peu une erreur en ce sens que ça ne m'a strictement pas servi, c'est-à-dire que tout ce qu'on m'avait fait miroiter n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on t'avait miroité? Ben, on m'avait dit par exemple que je ferais du placement de produits, Qui t'avait dit ça? de la production. Ah bon? Ah oui, oui. Ah oui, oui, ça faisait partie des arguments, hein, c'est-à-dire pendant 2, 3 ans, tu vas vivre du placement de produits. Alors je me disais, bon, c'est pas inintéressant. Du placement de produits avec qui? Eh bien, avec la fameuse agence Shona Evans et Magali Berda, qui, lorsque je suis sortie, là encore, la production m'a dit, elle va t'appeler, qui ne m'a jamais appelé. Donc, je n'ai jamais fait Et c'est quand même étrange, puisque j'avais une carrière de mannequin, donc j'étais faite peut-être pour être influenceuse aussi sur les réseaux sociaux. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais j'avais bien expliqué à la production quel était l'objectif. Alors, il paraissait effectivement intéressé par mon projet, par mon clip La Mariée, qui était fait de façon vraiment très professionnelle. Et d'ailleurs, j'ai 570 000 vues sur YouTube, ce qui est quand même pour une autoproduction extrêmement rare. Et j'irais même jusqu'à dire que tu as des chanteuses célèbres qui n'ont pas toujours ça sur leurs clips, hein. Donc je pense qu'on aurait pu faire quelque chose avec moi. J'avais à l'époque sorti un EP et ensuite j'ai sorti le 10 titres. Je m'attendais quand même, bon c'est le groupe TF1, à ce que, après ma sortie, on me facilite éventuellement, on me donne des recommandations pour des directeurs artistiques de labels, qu'on me donne des recommandations pour passer dans certaines émissions de variété. Enfin, ça me paraissait absolument normal. Je n'ai jamais eu de nouvelles de personne, donc j'ai attendu que l'émission se termine. Et puis, je crois que c'était au mois de janvier 2018. J'ai appelé la production, le producteur avec lequel j'avais une très bonne relation. Il m'a dit, ben écoutez, nous c'est la télé-réalité, on n'a aucune relation dans la musique. Bon, quand on fait partie du groupe TF1, ne pas avoir de relation dans la musique, ça me paraît quand même... Donc j'ai compris qu'en fait la seule chose qui les intéressait, c'était d'essayer de sauver leur émission avec une personnalité comme la mienne qui sortait un petit peu des sentiers battus. C'est-à-dire, tu Voilà. as eu l'impression de quoi? Tu as eu l'impression qu'ils te voulaient coûte, que ton Ah ça, profil. il me voulait coûte que coûte. Ah ça, c'est une certitude, puisque même le jour où j'ai passé le casting, à un moment, j'ai dit non, je ne passerai pas ce casting, finalement, ça ne m'intéresse pas. Et la personne qui faisait passer le casting m'a dit si, si, Tania, puisque vous êtes là, soyez gentille, je vous en prie, gna 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 gna. Je suis allée donc passer le casting, et elle m'a dit mais vous êtes tout à fait le fil rouge dont on a besoin. Donc, voilà. Alors, les seules promesses qui ont été tenues, c'est que j'ai pu chanter lorsque je suis sortie, c'est-à-dire la semaine suivante, j'ai pu chanter sur le Prime, et là vraiment les choses ont été très très bien faites, hein. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être vraiment comme si j'étais une chanteuse connue, tout était bien arrangé autour de moi, le clip était projeté en toile de fond, tout ça c'était très bien. Mais je pensais que ce serait justement
la première marche et qu'ensuite il y en aurait d'autres. Puisque bon, moi j'espérais faire des tournées. J'ai fait après j'ai donné 2 concerts, mais je les ai produits moi-même. En fait, on ne m'a jamais aidé à aller plus loin. Mais outre ce projet donc de populariser ta musique en participant à Secret Story, c'est peut-être l'argent qui t'a convaincu, le salaire qui te donnait. Ah non, pas du tout, parce que ça c'était non, non, parce que ça c'était plutôt mal payé. Ça, je considérais que non, non. Alors ça, c'est pas du tout l'argent qu'ils me donnaient. Non, Je peux te c'était. demander combien c'était payé Secret Story? Écoute, je me souviens plus très bien, mais c'était vraiment pas ça, hein. Je sais plus. C'était non, c'était franchement pas ça, hein. Pour moi, c'était un tout petit dédommagement qu'ils me donnaient, mais 10 000 euros? ça devait être de cet ordre-là, je ne sais plus. Là, franchement, j'ai complètement oublié, mais c'est franchement pas ça, c'est franchement pas ça puisque bon, mon projet musical, m'a coûté beaucoup d'argent, donc c'était pas le peu que donnait Secret Story qui a pu me convaincre. Alors là, vraiment pas, hein. Mmh. Mais j'espérais, par contre, grâce à mon projet musical, avoir des retours sur investissement. Puisqu'en fait, ce que je voulais, à travers mon projet musical, c'était booster mon image de mannequin, faire le travail que les agences ne faisaient pas. Et ça l'a boosté cette image de mannequin? Ben non, pas du tout, parce que en fait, si tu veux, ce que je ne savais pas quand je suis rentrée dans Secret Story, c'était qu'il y avait un public qui était particulièrement ciblé. Moi, naïvement, je croyais que c'était un large public. Donc, je croyais que je serais regardée, même éventuellement par des réalisateurs, parce que j'avais envie aussi d'être comédienne. Donc, moi, quand j'ai fait Secret Story, j'ai abordé ça comme un long métrage. Parce qu'en fait, ce que j'ai montré dans Secret Story, je ne suis pas du tout la marchande de poissons que j'ai montré dans Eh Secret oui, mais Story. tu as dû aussi réaliser que le montage pouvait avoir beaucoup de poids et de pouvoir. Parce que est-ce que toi, certaines missions secrètes que tu as pu faire durant cette expérience, t'as été parfois surprise de ce que tu voyais en diffusion? Ou tout Alors, était non, pareil? non, ça, je m'attendais à ce que ce soit à peu près comme ça. Par contre, je trouvais que j'étais mal filmée parfois. Bon, ça, j'ai trouvé que pendant que j'étais dans la maison, après, quand j'ai été chroniqueuse, quand Christophe Beaugrand m'a invitée comme chroniqueuse, là, mon image était respectée, j'étais bien coiffée, bien maquillée par son équipe, des gens très talentueux. Mais quand j'étais dans la maison, je trouvais que j'étais souvent mal filmée. Et là où j'ai été très surprise, c'est le confessionnal. C'est-à-dire que lorsque j'allais le soir au confessionnal, moi je faisais confiance, hein. La journaliste me disait « Attends, attends, pour toi il faut que je règle les lumières ». Alors moi naïvement je me disais « Ils vont respecter mon image, donc ils vont me faire une belle lumière ». Et c'était le contraire. On me faisait des lumières en fait pour donner l'impression que j'étais une sorte de sorcière, tu vois. C'est-à-dire ça me donnait les joues plus creuses qu'elles ne sont en Tu réalité. penses que c'était fait exprès? Ah je pense, C'était oui. du sabotage? Bah oui, parce qu'elle me disait, pour toi, il faut que je règle les lumières. Bah parce qu'ils ont voulu, ils avaient fait des photos aussi avant, que j'ai retrouvées ensuite sur Internet, et malheureusement il y en a un peu trop, qui à mon avis ont été photoshopées à l'envers, parce que j'avais l'air beaucoup moins mince que je ne suis, et puis on m'avait fait une espèce de nez pointu qui tombait sur la bouche, on m'avait fait la bouche très mince, les joues très creuses, pour donner l'impression que j'étais une sorte de sorcière, celle avec la clochette, là, tu comprends? Non. Si, Attends, ça me paraît incroyable ce que tu racontes. si, Je peux si. la retrouver facilement, cette photo? Oui, bah, tu tapes mon nom, elle devrait ressortir. J'ai un blouson noir et un chemisier rouge. Attends, je vais regarder. Ah! Ah bah oui, elle est connue cette photo. Oui, bah écoute, c'est atroce cette photo. Voilà, c'est ça, c'est atroce. Ça a été repris cette photo. J'ai pas le nez pointu qui tombe sur la bouche, j'ai pas la bouche mince. Mais ils ont voulu donner l'image d'une méchante, tu vois. Tu penses? Ah oui, je pense. Oui, puisqu'ils m'ont donné cette mission de la clochette où je devais empoisonner la vie de tout le monde. Parce que là encore, si tu veux, c'était pas. On a tout monté en épingle, hein, mes problèmes avec Barbara et Ah, on autres. va en parler. Et tu vois, regarde ce qu'on disait Tania, les cases. Le Parisien, une mamie dans Secret Story. Oh, bah alors ça, le Parisien, ça j'étais mais folle furieuse. D'ailleurs, j'ai mis un avocat sur le coup. Mais bon, le Parisien, ça appartient à LVMH, donc je me suis calmée. Mais là aussi, ils m'ont trahi. C'est-à-dire que à la production, j'ai dit, je ne veux pas qu'on donne mon âge. Et soi-disant, c'était bien enregistré comme ça. Et donc, ils m'ont posé les questions
pour le journaliste n'était pas là. Mais en fait, c'est le producteur qui est venu avec une assistante me poser les questions la veille, pour être sûr que tout soit bien cadré. Donc moi, j'avais confiance. Et en fait, le gros titre, ça a été de mettre l'âge, avec un titre extrêmement péjoratif. Et à chaque paragraphe, c'était cette mamie. Et moi, j'ai découvert ça quand je suis sortie le 5 octobre. Tu as dû être colère, hein. Mais j'étais folle de rage, hein, je leur ai dit. Là, tu t'es sentie trahie, peut-être. Ah bah complètement trahie, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que ça peut pas aider, tu comprends? Quand on dit à tel âge, elle prétend réussir dans la musique, ça peut pas aider quelqu'un. Et quand tu dis en permanence cette mamie, alors que il n'y a rien dans mon mode de vie qui est celui d'une mamie. Je respecte les mamies. Attention, c'est charmant les mamies, les grand-mères. Moi, j'en ai pas eu, hein. Il y a peut-être ça aussi, si tu veux. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais je sais qu'une grand-mère, ça peut être quelque chose de merveilleux. Donc, je respecte, mais je n'ai rien d'une mamie. Donc, me caractériser comme ça à chaque paragraphe par cette mamie, ça peut pas aider. Tiens, je vais te faire réagir à un extrait vidéo. Tu te souviens d'Alain? Oui. Vous aviez une mission secrète tous les deux. Oui, oui, on devait faire semblant d'être tombés amoureux l'un de l'autre, je crois, ou un truc comme ça. Bon, eh ben, des années après, tout comme toi, je lui ai reparlé un petit peu, on a reparlé de Secret Story et il me parlait de toi. Donc, je peux me permettre de te montrer l'extrait. Vas-y. C'est une petite minute et tu peux réagir juste après. Je vais te donner le téléphone. D'accord. Je crois qu'elle s'est vraiment pris au jeu. Elle pensait qu'on allait vivre une vraie histoire d'amour après, en extérieur. Parce qu'elle m'a dit, oui, tu sais, moi, à l'extérieur, je sors avec des jeunes, des gens beaucoup plus âgés, plus jeunes que moi. Elle faisait entendre des trucs comme ça, tu vois. Je disais, ouais, bah c'est bien. Et tu crois que je vais te dire quoi? Ah, super, on va peut-être se mettre ensemble, non? Et puis je voyais qu'en fait, elle a gêné en fait que je parle avec d'autres nanas, avec Barbara par exemple, qui me plaisait à l'époque quand je suis rentré. Ah oui. Elle me faisait des scènes de jalousie, en off. En fait, elle me disait genre, oui, non, moi j'ai mon image, tu peux pas me faire ça, t'as pas honte. Elle va, était je trop l'ai dans compris. son personnage. Elle est trop dans son perso. Non, Je sais j'étais pas trop dans mon personnage. Bah, peut-être que tu t'étais dit, je vais jouer ce personnage parce qu'on me l'a donné en mission. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire, moi, lorsque je suis rentrée dans Secret Story, j'ai pris ça comme un film, comme un long métrage que je tournais. Ce que tu disais. Voilà. Donc, on me l'a donné en mission, donc j'ai joué ma mission pour que ce soit crédible pour le public. Hein, parce que j'ai très bien compris que, si tu veux, au bout de 48 heures, j'ai vu qu'il y avait ceux qui nouaient des amitiés, ceux qui s'engueulaient. Donc j'ai très bien compris comment ça fonctionnait. Il faut intéresser le public. Autrement, les gens ne regardent pas tous les jours. Donc j'ai joué ma première mission, comme on me demandait. Je me suis engueulée avec Barbara parce qu'il fallait aussi qu'il y ait des choses comme ça. Voilà. Alors Alain, je crois, c'est peut-être mépris, parce que c'est la réalité. Je sortais à l'époque avec des hommes beaucoup plus jeunes que moi, que j'appelais mes sacs à main. Ah bon? Parce que la chanson La mariée, il fallait qu'elle change de sac. En fait, la plupart des gens ne comprennent pas. La plupart des gens pensent qu'il s'agit de sac à main. En fait, c'est pas ça. Un jour, je parlais avec le grand auteur Jean-Michel Beria, et je lui ai donc expliqué que je sortais avec des hommes beaucoup plus jeunes que je qualifiais de sac à main. Il a trouvé ça très très drôle et il m'a dit « je vais t'écrire une chanson là-dessus ». Et donc, il y a eu La mariée. Et parce que je trouvais, si tu veux, parce qu'avant d'avoir ma petite chatte, je suis restée 8 ans sans chat, donc je sortais pratiquement tous les soirs. Et je trouvais que c'était valorisant pour moi, plutôt que de me montrer avec un vieux monsieur, d'abord j'en connais pas, je pensais que c'était valorisant pour moi de me montrer avec des hommes beaucoup plus jeunes. Et il se trouve que j'attirais les hommes beaucoup plus jeunes, parce que j'avais cette image de mannequin, donc peu importe l'âge, si tu veux. Bon, et puis, pour ne rien te cacher, bon, la plupart étaient homosexuels. Donc voilà, donc ça arrangeait tout le monde. Les homosexuels aiment bien les femmes d'un certain âge, voilà, et nous ça nous arrange aussi, comme ça on a une compagnie masculine, donc voilà. J'en avais effectivement pendant un moment, j'en avais 5 en même temps, tu vois, de façon à en avoir un par soirée. Voilà, donc j'ai effectivement dit à Alain que je sortais avec des hommes beaucoup plus jeunes. Alors lui, s'il a pensé que c'était un appel du pied, bon, ça n'engage que lui, hein, mais j'avais ce qu'il fallait, qui m'attendait à la sortie. T'as déjà été mariée, Tania? Alors je n'ai jamais été mariée parce que j'ai toujours considéré que le mariage c'était une formalité
Et je me disais qu'avec ma personnalité, ce serait collectionner les divorces. Et puis je dois dire que bon, il y a eu dans mon enfance, mes parents ne s'entendaient pas, ils se sont séparés, donc tu vois, j'ai eu un petit peu une mauvaise image du mariage. Et puis ayant cette très forte personnalité, je ne plie pas devant un homme, et donc c'est pas la peine de collectionner les divorces. T'as déjà été amoureuse, Tania? Alors, dans ma première vie, j'ai vécu des passions, même des passions assez destructrices, oui. Mais j'ai toujours considéré l'amour comme un jeu. C'est-à-dire que j'étais une séductrice, mais il pouvait y avoir une sincérité hein, quand même. J'étais toujours intéressée par des hommes de haut niveau, mais un peu sulfureux. Voilà, mais avec le recul, je me suis dit, dans le fond, j'ai peut-être pas vraiment aimé. C'était des relations miroirs, c'était, je te dis, le jeu de l'amour, finalement. En fait, les seuls êtres... Alors, dans ma seconde vie, je ne suis pas du tout tombée amoureuse. Donc, c'est pour ça que ces jeunes hommes, que je qualifiais, mais gentiment, de sac à main, il n'y avait pas de mépris, hein, pas du tout, ces jeunes hommes, ça me convenait bien pour avoir une compagnie masculine. Et je crois que si je fais le point... Parce que je ne suis pas une grande affective. Là aussi, si tu veux, ma disquette est conçue comme ça. Et je crois que les seuls êtres que j'ai aimés très sincèrement et que j'ai fait passer avant moi, parce que c'est là où on voit quand on aime, c'est si on peut faire passer l'autre avant soi. En fait, ce sont mes 3 chats. Voilà, j'ai adoré mes 3 chats. Donc ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de partenaire humain? Eh bien, depuis ma première vie, je n'ai pas eu de vrai partenaire humain. J'ai fait semblant, on a fait semblant. Donc 30 ans, une trentaine d'années? Non, peut-être pas une trentaine d'années quand même. Une vingtaine? Oui, peut-être, oui, peut-être. Ça t'a déjà manqué? Non, pas du tout, parce que c'est pas par ça que je suis guidée, moi, personnellement. Moi, en D'accord, fait, ce qui a toujours été mon moteur, c'est la réussite. d'accord. Même au niveau de la libido, c'est pas quelque chose qui t'a manqué? Non, non, enfin, bon, c'est pas... Joker. Joker, ok. Non, non, mais il y a pas eu de manque, si tu veux, parce que, ainsi que je viens de le dire, c'est pas ça qui me... Qui te stimule? C'est pas ça qui me stimule, voilà, parce que, en fait, bon, si tu veux, la stimulation, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Donc moi, ces choses-là, ça se passe plutôt par la réussite. Je comprends. Voilà, c'est ça. Mon moteur, ça a toujours été ça dans mes 2 vies. C'est pour ça que quand on casse ça, on me met en danger. Et puis un grand respect aussi, je le sais hein, pour les animaux, de ton côté, c'est quelque chose qui est très important, c'est une cause qui est importante pour toi, Oui. alors que ce soit au niveau bien-être animal ou alors au niveau alimentaire. Déjà, tu ne manges pas de viande? Je ne mange pas de viande depuis près de 40 ans, oui, par respect pour les animaux. Et puis, bon, il n'y a pas que la question de la viande, hein, il y a aussi l'expérimentation animale. Bon, je pense, aujourd'hui, bon, avant, on avait comme alibi qu'on considérait que les animaux, c'était presque des objets. Bon, maintenant, la médecine, la science, depuis déjà un certain nombre de décennies, a montré que les animaux sont des êtres vivants et sensibles. Les animaux ont les mêmes perceptions, tout au moins je parle des mammifères, hein, parce qu'après les reptiles, c'est peut-être un peu différent. Mais les mammifères sont exactement comme nous. Alors déjà, ils ont un affect, parce qu'on peut lier une relation vraiment affective. Alors moi, je connais que la relation vraiment avec les chats, mais on a la même chose avec les chiens, et je pense qu'avec d'autres mammifères, on peut aussi avoir ce type de relation. Donc c'est quelque chose qui est à respecter. Et quand on fait du mal à un animal, il souffre autant que nous. Donc déjà, si tu veux, l'expérimentation animale, pour moi, je considère que c'est quelque chose qui n'est plus possible. Il y a d'autres techniques qui sont au moins aussi fiables et au moins aussi efficaces. Simplement, ça demande un investissement financier, donc les laboratoires hésitent à le faire, mais il y a un moment, il faudra quand même réussir à le faire. Et je considère qu'il devrait y avoir un ministère, ou tout au moins un secrétariat d'État à la condition animale, et qu'il faudrait qu'on en arrive, parce que pour l'instant, les animaux sont toujours régis par le régime des biens meubles. Bon, ils sont considérés comme des êtres vivants et sensibles, mais ils dépendent toujours des biens meubles. Or, il faudra qu'on en arrive à considérer que les animaux sont des personnes non humaines. Oh, c'est bien dit ça. Ben, c'est une réalité. Hein. Moi, je sais que mes chats, ils étaient un petit peu, enfin,
Bunny est toujours vivante, heureusement, mais les 2 précédents sont malheureusement partis. Mais c'était comme des enfants de 5-6 ans au niveau de l'intelligence. Quand tu es très proche de ton animal, évidemment, il s'élève. L'intelligence se développe. Et ce sont des enfants de 5-6 ans. Bon, quand Bunny me fait « Mao, Mao », ça veut dire « maman ». Voilà, donc on n'a pas le droit de les mépriser, on n'a pas le droit de considérer. Ça fait des siècles qu'on les considère comme nos esclaves corvéables à merci. Or, les animaux sont des locataires de la planète au même titre que nous. On doit les respecter. Ils n'ont pas été mis sur Terre pour qu'on en fasse nos esclaves. Donc il y a un moment, bon, ça avance, mais je crois qu'il ne faut jamais cesser de parler des animaux, il ne faut jamais cesser de publier, justement aussi sur les réseaux sociaux, pour ouvrir les esprits, parce qu'il y a des vidéos aussi qui sont très bien faites par les associations animales, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la souffrance animale, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe dans les abattoirs. Donc il ne faut jamais arrêter finalement d'essayer d'éduquer les gens. Et on obtient des tout petits résultats, c'est des tout petits cailloux qu'on sème, mais un jour, dans plusieurs décennies, mais un jour, il y aura le respect animal, j'espère. Ah ben, j'espère des petits cailloux qu'on sème entre des centaines d'insultes qu'on reçoit. C'est ça, voilà. C'est pas évident tout le temps, mais en tout cas, bravo de porter ce discours, Tania. Tania, ce fut un plaisir de partager cette interview Pour moi à tes côtés. également. Vraiment. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, Oui. il est inchangé. Oui. Il reste et restera Tania Droginska. Voilà. Merci pour tes confidences. Interview très inspirante. Merci à j'ai toi, trouvé. Sam. Et effectivement, là, je t'ai dit des choses que je n'ai jamais dit à personne auparavant, vois-tu. Eh bien, merci pour cette confiance et merci à vous pour votre confiance. Parce que si vous êtes toujours là après presque 10 ans, eh ben, c'est quand même assez remarquable, j'ai envie de dire. Donc, merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt. Bye bye.